Ainsi, plus nous allons, plus la vérité théorique s'impose même aux masses et modifie le besoin populaire de châtiment. Lorsqu'aujourd'hui la société châtie, ce n'est jamais pour l'acte qui a été commis dans le passé, c'est pour ceux que le coupable ou d'autres, à son exemple, pourraient commettre dans l'avenir. La sanction ne vaut que comme promesse ou menace précédant l'acte et tendant mécaniquement à le produire. Celui-ci accompli, elle perd toute sa valeur. Elle est un simple bouclier ou un simple ressort déterministe et rien de plus. C'est bien pour cela qu'on ne punit plus les fous, par exemple. On y a renoncé, après avoir reconnu que la crainte du châtiment n'avait pas d'action efficace sur eux. Il y a un siècle, à peine, avant Pinel, l'instinct populaire voulait qu'on les punisse, comme tous les autres coupables. Ce qui prouve combien les idées de responsable ou d'irresponsabilité, sont vagues dans le concept vulgaire et utilitaire de la sanction sociale. Le grand aliéniste français Philippe Pinel, 1745-1826, préconisait en effet un traitement moral des aliénés, faisant appel à leur raison. Le peuple ne parlait pas au nom de ses idées métaphysiques, mais bien plutôt au nom de l'intérêt social lorsqu'il réclamait autrefois des châtiments cruels, en harmonie avec ses mœurs. Les légistes ne doivent pas davantage mettre ces idées en avant lorsqu'ils travaillent de nos jours à réduire la peine au strict nécessaire. Le libre arbitre et la responsabilité absolue, à eux seuls, ne légitiment pas plus un châtiment social que l'irresponsabilité métaphysique et le déterminisme métaphysique. Ce qui seul justifie la peine, c'est son efficacité au point de vue de la défense sociale. Il faut donc approuver la nouvelle école de juristes, particulièrement nombreuse et brillante en Italie, qui s'efforce de placer le droit pénal en dehors de toute considération morale et métaphysique. Remarquons pourtant que cette école a tort lorsqu'après avoir mis à part toute idée de responsabilité métaphysique, elle pense être forcée par ses propres principes de mettre également à part l'élément intentionnel et volontaire. Suivant Lombroso, Ferri, Garofalo, le jugement légal ne doit porter que sur l'action et sur les mobiles sociaux ou antisociaux qui l'ont produite, sans jamais prétendre apprécier la puissance plus ou moins grande et la qualité intrinsèque de la volonté. Garofalo et Ferri s'appuient sur un exemple qui se retourne contre eux. Ils citent cet article des codes italiens et français qui punit de prison et d'amende l'homicide et les coups et blessures involontaires. Suivant eux, cet article de loi, ne tenant aucun compte de la volonté du coupable, ne considère que l'acte brut tout à fait détaché de l'intention qu'il a dictée. Cette loi, suivant eux, serait l'un des types dont les lois de l'avenir doivent se rapprocher. Mais il n'est pas du tout exact que l'article en question ne tienne aucun compte de la volonté du coupable. Si les coups et blessures dits involontaires, ou plutôt par imprudence, étaient absolument tels, on ne les punirait pas, parce que la punition serait inefficace. La vérité est qu'ils se produisent faute d'attention. Or, l'attention étant une œuvre de volonté, elle peut mécaniquement être excitée ou soutenue par la crainte de la peine, et c'est pourquoi la peine intervient. La vie en société exige précisément chez l'homme, entre autres les autres qualités, une certaine dose d'attention, une puissance et une stabilité de la volonté dont le sauvage, par exemple, est incapable. Le droit pénal a pour but, entre autres objets, de développer la volonté en ce sens. Aussi est-ce encore à tort que Carrare et Ferri ne trouvent aucune responsabilité sociale chez celui qui a commis un crime sans le faire de sa propre initiative et selon un mobile antisocial, mais parce qu'un autre l'a forcé à donner le coup de poignard ou à verser le poison. Un tel homme, quoi qu'en pensent les modernes juristes italiens, constitue un certain danger pour la société, non sans doute à cause de ses passions ou même de ses actions personnelles, mais simplement à cause de sa faiblesse de volonté. C'est un instrument au lieu d'être une personne. Or, il est toujours périlleux d'avoir dans un État des instruments au lieu de citoyens. Il peut exister quelque chose d'antisocial non seulement dans les mobiles extérieurs qui agissent sur la volonté, mais même dans la nature de cette volonté. Or, partout où se trouve quelque chose d'antisocial, il y a prise pour une sanction légale. Il ne faut donc pas considérer la pénalité humaine comme étant absolument de même ordre que la sanction prétendue naturelle, qui tire les conséquences d'un acte donné. Par exemple, celui de tomber à l'eau, sans se préoccuper jamais de la volonté et de l'intention qui a précédé cet acte. Non, le déterminisme intérieur de l'individu ne saurait échapper entièrement à l'appréciation légale, et de ce qu'un juge n'a jamais à se demander si un acte est moralement ou métaphysiquement libre. Il ne s'ensuit pas qu'il doit en aucun cas négliger d'examiner avec quelle dose d'attention et d'intention, enfin avec quel degré de volonté consciente et cet acte a été accompli.
Par degré, le châtiment n'est devenu aujourd'hui qu'une mesure de précaution sociale. Mais cette précaution doit viser, outre l'acte et ses mobiles, la volonté qui se cache derrière. Cette volonté, quelle que soit sa nature ultime et métaphysique, est mécaniquement une force dont l'intensité plus ou moins grande doit entrer dans les calculs sociaux. Il serait absurde à un ingénieur qui veut endiguer un fleuve de se préoccuper uniquement du volume de ses eaux sans faire entrer en ligne de compte la force du courant qui les entraîne. Notons-le bien d'ailleurs que nous ne faisons point de la volonté une faculté mystérieuse placée derrière les motifs. La volonté dont j'ai voulu parler est simplement pour nous le caractère, le système des tendances de toutes sortes auquel a coutume d'obéir l'individu et qui constitue son moi moral. Enfin, la résistance plus ou moins grande que ce fond d'énergie intérieure est susceptible de présenter aux mobiles antisociaux. Nous croyons que l'appréciation des tribunaux portera toujours non seulement sur la constatation des mobiles déterminants d'un acte donné, mais sur la personne même et sur le caractère de l'accusé. Il faudra toujours juger plus ou moins non seulement les motifs ou mobiles, mais les personnes, qui ne sont elles-mêmes que des systèmes compliqués de motifs et de mobiles, se contrebalançant et formant un mouvant équilibre. En d'autres termes, il n'existe qu'une responsabilité sociale, nullement morale, mais j'ajoute que l'individu n'a pas seulement à répondre de tel ou tel acte antisocial et des mobiles passagers qui ont pu le pousser à cet acte. Ils doivent répondre de son caractère même, et c'est surtout ce caractère que la pénalité doit chercher à réformer. Les jurés veulent toujours juger la personne, se laissant toucher par les antécédents bons ou mauvais. Ils poussent souvent la chose à l'excès, mais en principe, je ne crois pas qu'ils aient tort, parce qu'un acte n'est jamais isolé, il est simplement un symptôme, et que la sanction sociale doit porter sur tout l'individu. De même que les châtiments sociaux se réduisent de notre temps au strict nécessaire, les récompenses sociales, titres de noblesse, charges honorifiques, etc., deviennent aussi beaucoup plus rares, plus exceptionnelles. Jadis, lorsqu'un général était vaincu, on le mettait à mort, et quelquefois en croix. Lorsqu'il était vainqueur, on le nommait impérator, et on le portait en triomphe. De nos jours, un général n'a pas besoin pour vaincre de s'attendre ni à de tels honneurs, ni à une fin si lamentable. La société reposant sur un ensemble d'échanges, celui qui rend un service compte, en vertu des lois économiques, recevoir non une sanction, mais simplement un autre service. Des honoraires ou un salaire remplacent la récompense proprement dite. Le bien appelle le bien par une sorte d'équilibre naturel. Au fond, la récompense telle qu'elle existait et qui existe encore aujourd'hui dans les sociétés non démocratiques constituait toujours un privilège. Par exemple, l'auteur que le roi choisissait autrefois pour lui donner une pension était assurément un écrivain privilégié, tandis qu'aujourd'hui, l'auteur dont les livres se vendent est simplement un écrivain lu. La récompense était si bien considérée jadis comme un privilège qu'elle devenait fort souvent héréditaire, comme les fiefs ou les titres. C'est ainsi que la prétendue justice distributive produisait en fait les plus choquantes injustices. De plus, celui-même qu'on récompensait y perdait en dignité morale, car ce qu'il recevait ne lui apparaissait à lui-même que comme un don, au lieu d'être une possession légitime. Chose remarquable, le régime économique qui tend à prédominer parmi nous a par certains côtés un aspect beaucoup plus moral que le régime de la prétendue justice distributive, car au lieu de faire de nous des hommes liges, il nous fait légitimes et absolus possesseurs de tout ce que nous gagnons par notre travail et nos œuvres. Tout ce qui s'obtenait autrefois par récompense ou par faveur s'obtiendra de plus en plus par concours. Les concours, où Renan voit une cause d'abaissement pour la société moderne, permettent aujourd'hui à l'homme de talent de créer lui-même sa position et de se devoir à lui-même la place où il parvient. Or, les concours sont un moyen de remplacer la récompense et le don gracieux par un paiement exigible. Plus nous allons, plus chacun sent ce qu'on lui doit et le réclame. Mais ce qu'on doit à chacun perd de plus en plus de caractère d'une sanction pour prendre celui d'un engagement liant à la fois la société et l'individu. Comme les récompenses sociales déterminées que nous venons de rappeler, les autres récompenses, plus vagues, de l'estime publique et de la popularité, tendent aussi à perdre de leur importance avec la civilisation. Chez les sauvages, un homme populaire est un dieu, ou à peu près. Chez les peuples déjà civilisés, c'est encore un homme d'une taille surhumaine, un instrument providentiel. Il viendra un moment où, aux yeux de tous, ce sera un homme et rien de plus. L'engouement des peuples pour les Césars ou les Napoléons passera par degrés. La renommée des hommes de science nous apparaît déjà aujourd'hui comme la seule vraiment grande et durable. Or, ceux-ci étant surtout admirés des gens qui les comprennent et ne pouvant être compris que par un petit nombre, leur gloire sera toujours restreinte à un cercle peu large. Perdus dans la marée montante des têtes humaines, les hommes de talent ou de génie s'habitueront donc à en avoir besoin pour se soutenir en leurs travaux,
que de l'estime d'un petit nombre et de la leur propre. Ils se frayeront ici-bas un chemin et l'ouvriront à l'humanité, poussés plutôt par une force intérieure que par l'attrait des récompenses. Plus nous allons, plus nous sentons que le nom d'un homme devient peu de choses. Nous n'y tenons encore que par une sorte d'enfantillage conscient. Mais l'œuvre, pour nous-mêmes, comme pour tous, est la chose essentielle. Les hautes intelligences, pendant que dans les hautes sphères elles travaillent presque silencieusement, doivent voir avec joie les petits, les infimes, ceux qui sont sans nom et sans mérite, avoir une part croissante dans les préoccupations de l'humanité. On s'efforce bien plus aujourd'hui d'adoucir le sort de ceux qui sont malheureux ou même déjà coupables, que de combler de bienfaits ceux qui ont le bonheur d'être au premier rang de l'échelle humaine. Par exemple, une loi nouvelle concernant le peuple ou les pauvres pourra nous intéresser plus que tel événement arrivé à un haut personnage. C'était tout le contraire autrefois. Les questions de personnes s'effaceront pour laisser place aux idées abstraites de la science ou aux sentiments concrets de la pitié et de la philanthropie. La misère d'un groupe social attirera plus invinciblement l'attention et les bienfaits que le mérite de tel ou tel individu. On voudra plus encore soulager ceux qui souffrent que récompenser d'une manière brillante et superficielle ceux qui ont bien agi. À la justice distributive, qui est une justice toute individuelle, toute personnelle, une justice de privilège, si les mots ne juraient pas ensemble, doit donc se substituer une équité d'un caractère plus absolu et qui n'est au fond que la charité. Charité pour tous les hommes, quelle que soit leur valeur morale, intellectuelle ou physique. Tel doit être le but dernier poursuivi même par l'opinion publique.